Regardez ces images, c'est la localité de Solidovo, une des localités emblématiques de ces progressions mineures en termes strictement territoriaux. Ce sont souvent des petites villes, voire même des villages, mais il se passe là quelque chose comme un basculement. Didier, François, vous êtes sur ce plateau, les chiffres sont parlants. En réalité, la Russie couvre toujours une petite partie relativement de l'Ukraine, elle n'a pas vraiment beaucoup progressé, de moins de 18%, mais il y a un rapport de force morale qui est en train de se passer au détriment des Ukrainiens. Depuis Charles le Téméraire, les références historiques sont impressionnantes, souvent avec le général Richoux. Ce qui est, à mon avis, peut-être le plus gênant, le plus dangereux, le plus préoccupant pour les Ukrainiens, c'est la dimension symbolique de ces avancées. On sait qu'il y a des dizaines de milliers, peut-être 100 000 déserteurs actuellement en Ukraine, d'hommes qui ne veulent plus aller se battre. Bon, quand ils voient d'un côté le caractère tellement meurtrier, tellement grave en vie humaine de ce conflit, et en même temps les Russes qui avancent, bah, le danger c'est qu'ils se disent mais à quoi bon? Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. J'aimerais vous parler des négociations en cours entre l'Ukraine et la Russie. D'après différentes sources, avec le Qatar en tant que médiateur, l'Ukraine et la Russie seraient en pourparlers pour mettre fin aux attaques mutuelles contre les infrastructures énergétiques. Cette trêve est cruciale pour l'Ukraine, car comme vous le savez, les Russes n'ont pas mené d'attaque contre les installations énergétiques ukrainiennes depuis quelques mois. Certaines sources affirment que la Russie cherche à accumuler un maximum de missiles, tandis que d'autres pensent qu'elle attend le mois de novembre. En effet, novembre marque le début de la période où l'Ukraine et toute la région risquent de subir les effets d'une météo plus rigoureuse. Avec l'hiver qui approche, il est probable que la Russie envisage de frapper de nouveau les infrastructures énergétiques ukrainiennes, ce qui pourrait entraîner un effondrement du pays, une défaite complète des Ukrainiens et peut-être même leur capitulation. C'est dans ce contexte que les discussions sont en cours. Les Ukrainiens tentent de convaincre les Russes de reprendre le processus de négociation, interrompu en août lorsque les forces ukrainiennes ont envahi la région de Koursk pour renforcer leur position. Cependant, cette stratégie semble aujourd'hui moins avantageuse pour l'Ukraine, car elle comprend que la Russie ne reprendra pas les pourparlers tant que ses forces ne se retireront pas des territoires russes. De nombreux éléments suggèrent d'ailleurs que ces négociations ne vont pas dans le sens souhaité par l'Ukraine et qu'une solution pourrait ne pas être trouvée. Par conséquent, il est probable que dans les semaines à venir, la Russie reprenne ses attaques contre les installations énergétiques ukrainiennes. Ce n'est pas une question de savoir si la Russie a tort ou raison dans cette situation. Elle fait face à ses propres défis économiques. Bien que son économie soit solide, elle n'est pas assez robuste pour soutenir un conflit prolongé de plusieurs années. Il est donc dans l'intérêt de la Russie de mettre fin à cette guerre rapidement. Et pour cela, elle pourrait chercher à provoquer une nouvelle coupure de courant majeure en Ukraine, espérant ainsi forcer la capitulation ukrainienne. Si l'ensemble de la population quitte le pays, l'Ukraine aura bien moins de soutien international. C'est dans ce contexte que la Pologne a récemment fait une demande surprenante aux États-Unis. Elle a sollicité l'autorisation d'abattre des missiles russes au-dessus du territoire ukrainien. Cette demande est apparue dans les dernières 24 heures et pourrait être liée aux négociations infructueuses au Qatar entre la Russie et l'Ukraine. En outre, des membres bipartisans du Congrès américain encouragent Biden à autoriser la Pologne à intercepter ces missiles au-dessus de l'Ukraine. Tout cela pourrait être une réaction aux récents développements impliquant des forces nord-coréennes dans la région de Sumy. Et les rumeurs entourant l'implication de la Corée du Nord contribuent également à cette situation complexe. Lorsqu'il a été question pour les Ukrainiens et les Polonais de demander la permission aux États-Unis d'abattre les missiles, personne ne sait exactement ce qu'il en est. Cependant, ce que nous savons avec certitude, c'est que, par exemple, lors des dernières 24 heures, les Russes ont lancé une attaque massive de missiles dans le sud de la région d'Odessa. De nombreux sites, entrepôts et dépôts ont été détruits.
Les sources rapportent que 6 avions SP-57 et un S-34 sont entrés dans la mer Noire pour frapper les forces armées ukrainiennes sur le territoire d'Odessa. Ce serait probablement la première fois depuis le début de l'opération militaire spéciale qu'environ 10 avions russes opèrent en mer Noire. Certaines sources mentionnent également des explosions dans la région du pont stratégique de Zatoka, au sud d'Odessa. Des vidéos montrent des explosions et l'auteur de ces vidéos affirme que cela se passe bien dans cette zone. Peut-être que les Russes ont réussi à détruire ce pont, bien que nous ne connaissions pas encore les résultats exacts. Évidemment, si les Ukrainiens veulent poursuivre leur opération militaire spéciale, et ils le veulent, tout comme les pays occidentaux, il leur est crucial d'établir une supériorité aérienne complète. Ils comprennent que, sans négociation, ils ne pourront pas y parvenir. Il leur faut donc faire preuve de détermination, et il est possible que dans le cadre de cette détermination, la Pologne pourrait finir par abattre des missiles russes, du moins dans la partie occidentale de l'Ukraine. Regardez, illustration très exacte de ce que vous dites. La séquence est vraiment impressionnante parce que c'est des ruines, mais on se bat encore dans les ruines. Paradoxalement, ces images, elles sont presque rassurantes pour les Ukrainiens, parce que ça veut dire que y a pas de percée russe. On n'est pas dans des mouvements de chars avec des unités blindées qui avancent de dizaines de kilomètres dans la profondeur. Cette carte, elle est extrêmement importante à regarder. C'est l'Ukraine, des grandes villes, Kiev, Lviv, Kharkiv, Odessa. On comprend bien que ces grandes villes-là, jamais ne peuvent tomber entre les mains de la Russie sans qu'il y ait un vrai sursaut occidental. En revanche, disons les choses, dans un certain nombre de chancelleries, ils considèrent que Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, la Crimée, ils l'ont déjà abandonnée depuis 2014, donc ce n'est pas une très grande nouveauté. Un problème, enfin une question près quand même, c'est que pourquoi Kharkiv, Zaporizhzhia et Odessa sont des villes importantes? C'est parce que l'Ukraine en blanc que vous voyez là est une Ukraine souveraine qui peut vivre économiquement et politiquement. Ce qui veut dire que non seulement Odessa doit rester ville ukrainienne ouverte, mais que l'ensemble de la zone, ce qu'on appelle le cadran nord-ouest de la mer Noire, ce que vous voyez donc à l'ouest de la Crimée en orange, doit aussi être sous contrôle ukrainien, avec incapacité des Russes de reprendre le contrôle dessus. Les Ukrainiens ont repris par le feu et par des opérations assez fines de leurs forces spéciales et des frappes dans la profondeur, le contrôle qui leur permet l'exportation de leur économie et donc une viabilité. Donc bien sûr que la question de la Crimée est une question importante, qui n'est pas réglée à ce stade dans toutes les discussions, ni avec les Ukrainiens, ni avec les Russes, mais la question de la souveraineté ukrainienne sur le blanc, mais aussi sur le quart nord-ouest de la mer Noire, est essentielle avant de pouvoir discuter de quoi que ce soit en termes de négociation. Passons maintenant à la situation sur le terrain. Nous recevons de nombreuses mises à jour, principalement en provenance de la direction sud-est. Au cours des dernières 24 heures, les Russes ont amélioré leur position dans la direction sud de Donetsk, selon différents cartographes, qu'ils soient pro-russes ou ukrainiens. D'après eux, durant la nuit et la journée précédente, les Russes ont maintenu une ligne de contact entre le village de Novobakhmutivka, forçant les Ukrainiens à se retirer de ces champs, qui forment un véritable point névralgique pour l'artillerie. Les Ukrainiens tentent maintenant de se regrouper, de sauver autant de ressources que possible et de se repositionner sur une nouvelle ligne de défense le long de la rivière Siversky Donets. Passons à la direction de Kherson. Au cours des dernières 24 heures, nous n'avons reçu aucune information concernant la situation des forces russes dans la partie orientale de Kharkiv. Il semble probable que de violents affrontements y aient lieu, avec des Russes cherchant à se fortifier davantage. Les informations les plus importantes proviennent de Kurakov, le dernier bastion de cette poche de résistance. Selon nos sources, les Russes auraient renforcé leur position. Nous disposons également de nouvelles géolocalisations pour confirmer cette avancée. Ainsi, à la date du 30e octobre, il semblerait que les Ukrainiens tenaient encore des positions dans cette zone. Toutefois, selon divers cartographes, au 31 octobre, les Ukrainiens auraient déjà quitté cette position pour rejoindre le village de Stepanivka, ou seraient sur le point de le faire d'ici les prochaines 12 à 24 heures. Voici un exemple de rapport. La carte fournie par des sources pro-russes indique que les Ukrainiens ont quitté cette poche
y compris les villages de Vuhledar et de Kurakov. Les sources pro-russes confirment également que Kurakov est désormais sous contrôle russe. Les sources pro-ukrainiennes, quant à elles, affirment que la majeure partie de Kurakov est sous contrôle russe, bien que environ 10 à 20% soient encore considérés comme une zone contestée ou grise. Il est probable que des forces arrières ukrainiennes maintiennent encore ces lignes, mais se retirent progressivement, étape par étape. Aujourd'hui, nous avons reçu la vidéo qui nous montre une autre période de 24 heures de combat entre la 114e brigade motorisée des forces armées de la Fédération de Russie et les forces de la garde nationale des forces armées d'Ukraine dans la partie sud et sud-est du peuplement de Koursk. De nombreux épisodes sont présents, et les plus importants proviennent bien sûr de la dernière partie de la vidéo. Dans cette partie, nous pouvons voir les Russes qui levaient le drapeau, et j'aimerais attirer votre attention sur cet épisode en particulier. Le bâtiment a été géolocalisé. C'est exactement l'endroit où les Russes ont élevé le drapeau dans la partie centrale. Je voudrais également souligner que selon cette vidéo, qui a probablement été réalisée au cours des dernières heures, l'ensemble de la zone du village de Koursk n'a pas été endommagé à la suite des combats. Comme vous pouvez le voir, la plupart des bâtiments ne sont pas endommagés, à l'exception de certains. En effet, de cet angle de vue, on peut constater qu'il n'y a pas eu de dommages importants. Les Ukrainiens ont donc essentiellement quitté le territoire, et ce qui est le plus important pour les Russes, c'est qu'ils ont réussi à préserver l'infrastructure, à sauver les bâtiments et à permettre aux civils de revenir dans cette zone. Probablement, lorsque les Russes seront en mesure de chasser les Ukrainiens de l'ensemble de la direction de Kakhovka, les habitants pourront revenir, ce qui est un avantage considérable lorsqu'on parle de la conclusion et de la conduite de cette opération offensive russe. Maintenant, avançons et parlons un peu de la direction sud-ouest. Aujourd'hui, nous avons reçu des confirmations supplémentaires concernant des progrès russes dans cette direction. Rien de spécial. Nous n'avons pas ajusté la carte, car nous avons basé notre ajustement sur certaines vidéos récemment publiées, mais les sources ukrainiennes ont confirmé qu'il y avait bien des avancées russes. En ce qui concerne la ville de Selidov, aujourd'hui, les cartographes pro-russes et pro-ukrainiens ont rapporté que les Russes avaient réussi à améliorer leur position sur la ligne entre le village de Fova et Pejekaga. Ainsi, les Russes ont capturé des fortifications supplémentaires et se sont rapprochés de la prochaine chaîne de défense ukrainienne. Nous parlons une fois de plus des peuplades de Petrika et de Orlivka. Voilà les changements sur le terrain au cours des dernières 24 heures. Rien de spécial, mais il est évident que les Russes avancent. Passons maintenant à la direction de Chavar. Au cours des dernières 24 heures, plus précisément hier, nous avons reçu une vidéo montrant comment les Ukrainiens ont été pris en embuscade par les Russes le long de la route N32. Pour une raison quelconque, nous avons oublié, ou peut-être que nous n'avons pas mentionné cette situation et nous n'avons pas ajusté la carte. Nous n'avons pas ajusté la carte, et aujourd'hui, nous l'avons fait en faveur des Russes, en nous basant sur la vidéo publiée hier. De nouvelles positions le long de la route N32 en direction sud-est, rien de spécial. En ce qui concerne la direction sud et Kopan, rien de spécial non plus. Dans la direction nord et Kopan, nous avons des changements supplémentaires sur le terrain selon différents cartographes, et les Russes, d'après les informations que nous avons, ont réussi à améliorer leur position depuis MKM dans la direction ouest. Les Russes sont sur le point d'encerclement et de capture des positions ukrainiennes dans cette poche d'artillerie entre Biryouske, Pishan et Stavka elle-même. Il est donc très probable qu'au cours des prochains jours, voire des prochaines heures, les Ukrainiens seront contraints de se retirer de ce territoire et que les Russes seront en mesure de maintenir ces positions le long de cette ligne rouge, contrôlant tout entre ces champs. Cela est très important, car les Russes pourraient, dans ce cas, raccourcir la ligne de contact au combat et se rapprocher de la rivière Azov. Quant à la direction sud, au cours des dernières 24 heures, les Russes ont repris leur tentative d'attaquer les forces ukrainiennes dans cette poche.
Nous n'avons qu'une seule vidéo d'attaque russe, où l'on peut voir 3 transporteurs de troupes des forces armées de la Fédération de Russie avec un nombre significatif d'infanterie qui tentaient de prendre d'assaut une autre forêt, probablement sous le contrôle de l'ennemi. Ainsi, nous voyons que les transporteurs de troupes se sont approchés le plus possible de la forêt. Ensuite, nous pouvons voir le processus par lequel les Russes se sont déployés dans cette zone, et les troupes d'assaut ont commencé à attaquer les positions ukrainiennes potentielles dans cette forêt territoriale. Actuellement, cette vidéo montre les affrontements dans cette zone. Nous ne savons pas exactement si les Russes ont réussi à tout prendre sous contrôle, mais au moins, nous avons la vidéo qui confirme que les Russes ont avancé dans cette petite partie de la forêt. Je vais tout de suite joindre en direct en Ukraine Stéphane Sioran, correspondant de Libération en Ukraine. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors, 979 jours de guerre, les choses ne vont pas très bien. Allons-y une étape à la fois. D'abord, expliquez-moi la mobilisation. On a entendu des chiffres, 160 000, la cible pour aller mobiliser des nouveaux militaires. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Une nouvelle vague de mobilisation de 3 mois qui a été annoncée par le gouvernement de Volodymyr Zelensky pour pallier un problème très simple, c'est que l'armée ukrainienne manque dramatiquement d'hommes sur le front. Il y a eu bien entendu les pertes, mais il y a également la fatigue de ces soldats qui combattent dans des brigades depuis bientôt 1000 jours sans pouvoir être relevés parce qu'il n'y a pas d'hommes à l'arrière en nombre suffisant qui peuvent rejoindre les rangs de l'armée. On voit que le problème principal, outre les livraisons d'armes occidentales qui sont trop lentes et qui n'arrivent pas au bon moment pour les Ukrainiens, c'est vraiment la ressource humaine, de savoir comment remplumer des brigades qui ont pu être décimées dans les combats et également créer de nouvelles unités pour éventuellement espérer pouvoir marquer des points sur l'année 2025. Bon, on a vu la carte, on va la revoir parce que chaque jour ou presque, la Russie grignote du territoire, donc à l'est, l'Ukraine perd un peu de territoire. Il n'y a pas de percée majeure, mais ça s'accumule, j'allais dire presque jour après jour. C'est tout pour le résumé militaire de cette courte vidéo. Je rappelle que nous condamnons toute violence dans le monde. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à ma chaîne, mettez vos likes, rejoignez notre Telegram qui s'affiche à l'écran, et portez-vous bien. Au revoir.